Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des... Brothers. Alors aujourd'hui on est à nouveau tous les deux avec Florent pour vous parler de draft. Donc vous l'avez vu sur la miniature, on a mis draft Kezako parce qu'on est conscient que sur le début du jeu, un des formats les plus intéressants c'est de faire du CD pour se faire des cartes, pour se faire la main découvrir le jeu, et notamment le format draft. Donc sans plus attendre on va aller sur le PowerPoint et donc on va présenter ce que c'est que le format draft. Donc tout simplement déjà le format draft c'est un format qui est présent sur tous les TCG. Exactement. Donc, et c'est un format qui est relativement intéressant. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on est conscient qu'il n'y a pas tout le monde qui est habitué à faire du format de draft. Donc, dans le format draft, vous allez payer 3 boosters. Donc, en fonction des prix de vos boutiques, ça va osciller entre 15 et 18 euros si les boosters sont à 5 ou 6 euros. Donc, vous allez avoir 3 boosters. Donc, chacun va avoir ses 3 boosters. Et vous allez faire un séquençage assez particulier ici pour Star Wars Unlimited. Donc, dans un premier temps, vous allez ouvrir vos 3 boosters et vous allez faire vos paquets avec vos 3 paquets de cartes. Il ne faut pas les mélanger, il faut vraiment qu'ils soient distincts avec le même nombre de cartes chacun. Ensuite, dans un second temps, vous allez mettre de côté vos cartes leaders. Vous allez les mettre de côté et vous allez les conserver. Donc au nombre de 3. Au nombre de 3. Si on a bien suivi, c'est bon. Normalement, c'est pas possible d'en avoir autre. Attention, il y a un cas particulier. Si quand vous ouvrez votre paquet, vous obtenez une showcase, ce qui se fait en général, comme il se fait sur Magic avec les inventions ou sur d'autres jeux comme Flesh and Blood, etc. En général, attention, demandez à votre boutique avant. Nous, en tout cas, pour Montpellier, là où on est sur notre boutique à Maître Renard. C'est un code en fait, c'est un peu un code de Voilà. TCG. C'est tellement quelque chose de rare et c'est tellement gratifiant de l'ouvrir que lorsque vous obtenez ici une showcase, nous, la personne qui ouvre sa showcase la garde. Il ne la remettra pas en fin de draft, comme on va vous le présenter tout à l'heure. Donc ça, c'est pour sécuriser un petit peu votre showcase. Donc bien sûr, vous la gardez et vous passerez les 2 autres leaders à votre droite. Vous allez voir. Donc, maintenant que je suis en place avec mes joueurs autour de ma table, donc pour les besoins de la vidéo, on a mis un exemple avec 4 joueurs, mais vous pouvez tout à fait le faire à 8 joueurs, il n'y a pas de souci. En général, c'est 8 la limite, sinon ça devient assez chaotique. Donc ce que vous allez faire, parmi vos 3 leaders, vous allez en sélectionner un et passer les 2 leaders restants à votre droite. Et vous allez donc recevoir du joueur à votre gauche 2 leaders. Ok? Jusque-là, je pense que tout le monde a suivi. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ces 2 leaders? On en prend un, on passe le leader restant à notre droite, et forcément, on va recevoir un leader de notre gauche, mais là, vu qu'il n'y en a qu'un, voilà. On n'a pas le choix, on le met directement dans notre pool. Donc là, vous voyez, on aurait Chewbacca, Jyn et Leia. Ok? Donc ce qui fait que c'est assez diversifié. Bon, c'est surtout orienté héroïsme. Maintenant qu'on a drafté nos leaders, on va prendre toutes les bases et on va les mettre au milieu, sur un pool commun. Puisque les bases, je rappelle qu'on peut jouer n'importe quelle base, issue de notre collection ou non, mais attention, n'importe quelle base classique, c'est-à-dire 30 points de vie. Les bases jetons, les bases rares à 25 points de vie, si vous voulez les jouer, il faut les drafter pendant votre draft, de la même manière que ce qu'on a présenté au cours de la paix. Maintenant que vous avez donc les bases et vos leaders, on met tout ça de côté. Et on va récupérer notre premier paquet. Donc le paquet avec nos cartes. Si vous avez bien retenu, du coup, il y a 16 cartes dans un paquet. Vous avez enlevé le leader, ça redescend à 15. Et vous avez enlevé votre base, vous avez 14 cartes devant vous. Ça va. Parmi ces 14 cartes, vous allez en sélectionner une que vous allez prendre dans votre pool. Et vous allez passer cette fois-ci votre paquet au joueur à votre gauche. Exactement. Et vous allez ça va changer. Exactement, comme vous l'avez vu avec les flèches. Ça peut être important de le préciser peut-être pour ceux qui connaissent pas. Donc imaginons là on prend le cas où on avait Chewbacca bleu, je sais plus qui en jaune et du vert et Leia en vert. Donc vu qu'on a 3 cartes de ces couleurs là, ça peut être intéressant de sélectionner des cartes de ces couleurs là. Donc là de peut-être pas se focaliser sur du rouge, sauf si on a vraiment prévu d'avoir la base en rouge, etc. Mais donc dès le début on est assez orienté. Ça oriente notre jeu. Ça oriente. Après ça veut pas dire que de toute façon c'est unlimited. Donc bon. Les possibilités sont infinies. On reçoit donc, vous l'avez suivi, le paquet du joueur à notre droite et on va drafter jusqu'à ce que ce paquet, il n'y ait plus de cartes. Donc on va prendre une carte, on passe à notre gauche, on reçoit, et à la fin, il restera une carte, on la prend. Lorsque ce paquet est épuisé, on va prendre notre deuxième paquet, et cette fois-ci, on va faire exactement la même chose, mais vers la droite. Donc, et vous l'aurez compris, pour le dernier paquet, on va le refaire vers la gauche. Donc là, c'est intéressant. On reviendra plus en détail après dans la vidéo sur les cartes intéressantes à pique. Oui. Mais au début, il faut essayer de prendre ce qui nous arrange le plus. Et à partir du deuxième, troisième paquet, on va regarder un petit peu, quand on reçoit le paquet, ce qui manque. Par exemple, si je reçois des paquets et que je vois
qui a jamais de carte rouge dedans, il y a de grosses probabilités que les joueurs avant moi jouent des cartes rouges, et donc ça va pouvoir m'orienter sur ah ben s'il part du rouge, peut-être qu'il vaudrait mieux que j'aille sur une autre couleur parce que j'aurai jamais de carte rouge, Exactement. ou à contrario de pouvoir anticiper et essayer de jouer contre ça. On sait que les rouges c'est très agressif, donc on peut prendre un peu de contrôle. Une fois que tout ceci c'est fait, donc on va faire nos parties, on va jouer de manière classique, et avant ça on va faire notre deck avec nos 45 cartes. Donc normalement on a les 3 leaders et 42 cartes. Les règles de construction de deck sont les mêmes que pour la paix. 30 cartes dans votre deck minimum. Si vous avez 5 fois la même carte ici, vous pouvez la mettre 5 fois dans votre deck. Si vous avez 5 fois ouvrir le feu, vous pouvez mettre 5 fois ouvrir le feu, il n'y a aucun problème. Les affinités, toujours pareil. Si jamais vous avez une carte qui présente une affinité que vous n'avez pas, vous payez le surplus. Et donc une fois que vous avez ça, vous allez faire vos parties. En général, là, pour un draft à 8 joueurs, c'est 3 parties. En général, c'est ce qu'il fait. En BO1 ou en BO3, à vous de voir avec votre boutique. Maintenant qu'on y est, donc qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on aura tout joué? Une fois qu'on aura joué tout ça, nous allons prendre toutes les rares et les légendaires que nous avons pick et nous allons les mettre sur une table commune à tout le monde. Donc tout le monde va mettre les rares et les légendaires. Normalement, il y a un certain compte. Alors attention, normalement, on serait tenté de dire comme de partout, ben, vu qu'il y a tout le temps une rare et une légendaire par booster, il y aurait 8 cartes si on est 4. Sauf que là, il peut y avoir la dernière carte IP Space qui peut être une légendaire, qui peut être une rare. Donc là, tout va dépendre un petit peu de ce qui a été fait. Donc forcément, c'est sur la confiance de mettre toutes les rares et tous les légendaires, vous les déslivez, vous les mettez au milieu. Et à partir de là, on va commencer à voir le classement du draft. Donc on va avoir un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, etc. jusqu'à 8. Pour les besoins de la vidéo, encore une fois, on va prendre un exemple de 4. Et ici, chacun notre tour, on va pick une carte. Donc une carte parmi celles qui sont disponibles. Bien évidemment, en général, ce sont les légendaires qui vont être pick en première et après par nécessité. Donc on va voir ici que le premier va prendre une carte, le second une autre, le troisième, le quatrième, et on refait premier, deuxième, troisième, quatrième. Et normalement, à la fin, vous avez les cartes qui vous intéressent le plus en fonction de votre classement. Bien évidemment, vous pouvez avoir des boosters weekly en fonction de comment organise votre boutique. Attention, je dis en fonction parce que c'est selon... Voilà, toutes ne font pas la même chose. Il y a les boosters des fois à gagner en plus. C'est relativement intéressant. Donc ça, c'est vraiment pour la partie organisation du draft au début. Comment est-ce qu'on va répartir les cartes? Et enfin, à la fin, comment est-ce qu'on va pick les cartes? Donc pick, c'est sélectionner les cartes en fonction de notre classement. Et là, pour les tout nouveaux, qu'est-ce qu'on fait des communes et des unco? Les communes et les unco, vous gardez toutes vos communes et vos unco, donc vous avez une base de deck, donc c'est ce qui est bien. Si vous n'avez pas forcément les moyens de vous acheter une grosse collecte dès le début, des displays, ben vous avez une base de deck. Alors c'est un deck de draft, donc c'est pas du tout la même chose qu'on construit. Mais vous gardez tout ça. Et ça, je pense, ça peut être bien pour tous les nouveaux joueurs, les formats draft, parce que tous ceux qui ont bien investi dans les displays, qui ont une collection bien complète, toutes leurs communes et bien souvent les unco, bah, ils vont avoir les personnes en face d'eux, ils auront passé un bon moment, etc. Souvent, c'est le moment de donner des cartes aux joueurs. On vient de payer 3 boosters, voilà, on a nos communes qu'on a en x10, bon, il a été sympa en face, tac. Ça, c'est un petit peu la magie du jeu communautaire, virtuel, voilà, du jeu communautaire. Mais tout à fait. Bah, typiquement, nous, on les a toutes, donc on en distribue aux copains, et puis pour le draft, c'est vraiment les légendaires qui plaisent, un peu le rare. Mais c'est le format, parce qu'on va pas jouer du tout de la même manière en draft qu'on construit. On va le voir, il y a certaines cartes qui vont être très fortes en construit, qui vont l'être un petit peu moins en draft, et inversement. On a des cartes qui en draft vont trouver toute leur place, qui en construit, on va pas trop les retrouver. Oui, le jeu a été bien bâti sur cet équilibre entre le construit et le draft. Exactement. Ok, donc maintenant qu'on a un petit peu explicité le déroulé d'un draft, on va à présent rentrer plus en détail sur les cartes qui nous semblent prioritaires pour le format draft. Donc tout d'abord, on va commencer avec les leaders. Donc avec Florent, on s'est mis d'accord un petit peu sur certaines cartes. Il y en a sur lesquelles on n'était pas d'accord, mais sensiblement, on était d'accord sur à peu près tout. Donc au niveau des leaders, forcément la carte qui est la plus intéressante et qu'on va retrouver de manière assez représentative, c'est Boba Fett. Alors pourquoi? C'est surtout même de manière représentative, c'est surtout de manière concrète, quand on voit des drafts, quand on voit même les AP qui s'apparentent au format draft. Le format scellé. Dans le format scellé de manière générale, 50%, je dirais, stat que je viens d'inventer là comme ça, mais 50% des joueurs choisissent Boba Fett. Pourquoi? Économie de ressources. Et vu que toutes les cartes, peut-être qu'on va pas se focaliser sur une couleur, etc., du moment qu'on économise de la ressource de manière générale, ça sert toutes les cartes. Il n'y a pas besoin d'une synergie spécifique. Donc du moment qu'on économise de la ressource, on est rentable.
Ben, c'est aussi que Boba Fett, l'avantage c'est qu'il est jaune. L'avantage avec jaune, c'est qu'on va avoir le choix de prendre la base qu'on veut en fonction des cartes qu'on va avoir, puisque on veut souvent dans ce format aller sur du jaune pour avoir, comment vous dire, pour avoir les cartes les plus intéressantes au niveau du contrôle de la gestion. Alors pas le gros contrôle comme Vanquish fait triompher, qui permet de mettre KO une unité, mais souvent quand on va prendre n'importe quel leader, on va souvent prendre la base jaune. Tandis que là, on va rester ouvert à n'importe quelle base. Exactement. Et en plus, et au-delà de ça, ben Boba Fett, on le déploie à 5 ressources et ses stats, c'est très fort. Il a des meilleures stats que certains leaders qui se déploient à 6 ressources. Tout à fait. Alors en deuxième, on était d'accord pour le directeur Krennic parce que Krennic, il a pas une action en tant que telle, c'est un passif auquel il donne plus d'un attaque à toute unité amie endommagée. Donc, on n'a même pas besoin d'être en attaque, d'être en défense, c'est tout le temps. Et dans ce format, on va beaucoup chercher à gérer les unités adverses, à faire de la value, c'est-à-dire avec une unité, essayer d'aller gérer une unité et de rester en vie pour pouvoir en gérer une deuxième. Et l'avantage de Krennic, c'est qu'il va tout le temps booster nos unités qui vont être endommagées et c'est relativement intéressant. Voilà, il est très fort en construit quand vraiment on construit toute cette synergie autour de ça. Mais là, en draft, ça va s'y prêter, voilà, comme il dit, d'attaquer un petit peu. Donc souvent, le passif, il va être très utile. Exactement. Et du coup, en dernier, on a un peu hésité entre Sabine qui permettait de rush, etc., de se déployer au tour 4, et entre Chewbacca. L'avantage que Chewbacca a, c'est qu'il permet de donner ce mot-clé sentinelle et de jouer l'unité à 3 de moins et surtout de lui donner sentinelle. Or, sentinelle, ça va permettre de vachement ralentir les unités adverses et justement d'aller faire des trades, donc d'aller taper des unités adverses sans réussir à faire une value intéressante puisqu'on est obligé d'attaquer ces unités sentinelles qui souvent sont assez résistantes et on va empaler 1, 2, voire 3 unités pour pouvoir simplement... Vu qu'on n'est pas en construit avec des decks en face à 100% de leur potentiel, on va temporiser énormément. Et Chewbacca, on va dire, son point faible en construit, c'est qu'il est quand même lent à venir puisqu'il n'est pas à 7 ressources. Mais là, vu qu'on va temporiser, généralement, on va bien temporiser. Il va avoir des gros comptes parce que c'est pas un deck construit. Là, on va arriver facilement aux 7 ressources et quand il arrive sur le board, c'est pas que c'est victoire assurée, mais il fait très mal, quoi. Le sentinelle à plomb, 9 points de vie. Donc attention, encore une fois, c'est selon nous, c'est de base. Après, tout dépend de votre pool. Si vous avez que des cartes rouges et vertes, forcément, c'est peut-être pas le mieux. Mais voilà, si vous avez ces 3 leaders, pour nous, c'est les 3 leaders à prendre. Je pense qu'après, ça va bien orienter votre stratégie et ça va être à mon choix. Le seul petit bémol sur Fett, c'est que vu qu'il est de notoriété commune, qu'il est très fort en scellé, beaucoup de joueurs risquent de partir dessus et donc de drafter des cartes jaunes. Exactement. Et vous allez voir par la suite que c'est ce qui est assez représenté. Donc au niveau des unités, on est parti sur des unités qui avaient souvent une double capacité, c'est-à-dire le fait d'arriver en jeu et de faire un effet. Typiquement, la première, l'intercepteur impérial, il permet pour 4 d'arriver sur votre champ spatial en 3-2, mais c'est surtout qu'une fois joué, il peut infliger 3 dégâts à l'unité spatiale, donc vous mettez une unité et qui plus est, vous gérez une unité adverse. Et donc vous avez le double effet qui est relativement intéressant. Très fort, ça c'est... Surtout voilà, en draft on va essayer de mettre des petites unités, des petites choses comme ça, on va essayer de remplir le board. L'aérien de manière générale, moi je trouve, je sais pas, à chaque fois que tu as fait les AP, t'as combien d'unités aériennes? On en aura guère plus de 5, hein. Moi, à chaque fois, j'étais à 3, 4, 5. Grand max. Donc voilà, là, c'est vraiment une unité détruite. Détruite. Je dis ça, c'est pour les petites unités. Donc, 1 à 3 points de vie qu'on élimine. Franchement, c'est trop fort. Oui, comme très vite, on prend le dessus, en fait. Comme l'a dit Florent, on va souvent aller sur les petites unités parce que les grosses unités, on peut en prendre 1, 2, 3 pour venir consolider notre board et terminer l'adversaire. Mais souvent, on va se dire, ah, mais est-ce qu'en draft, j'aurai le temps d'arriver à 7, 8, 9, 10 ressources pour poser mon unité? Pas tout le temps, et donc l'intercepteur impérial, il a cette faculté à venir gérer immédiatement une unité. Ensuite, vous allez avoir donc la canonnière en piqué, elle est très intéressante parce qu'encore une fois, elle est spatiale, une 3-4 pour 4, mais c'est surtout qu'elle permet d'aller gérer le board adverse en réduisant les dégâts de votre adversaire pour que votre canonnière, elle puisse aller faire 1, 2, voire 3 trades avantageux pour vous, et ce qui va être très intéressant. Et puis elle a des bonnes stats, elle fait 4 points de vie sur une unité spatiale qui coûte 4 en ressources, sachant qu'elle peut être jouée en infamie et en héroïsme, puisqu'elle a pas typiquement, elle est hors de portée d'un intercepteur impérial. Qui met 3 dégâts. C'est franchement une très très bonne unité. Après, elle est rare, donc on l'a pas en disait. Voilà, ça risque d'être compliqué. Mais voilà, c'est très très bonne unité.
Après, vous allez avoir donc le Chewbacca. Alors, le Chewbacca, il est intéressant. Certes, il vaut 5, mais c'est un 3-6 sentinelle. À chaque fois qu'il sera attaqué, il se redressera. Et donc, votre adversaire, s'il joue des petites créatures, ça va être un enfer. Et l'avantage que ça peut avoir, certes, vous pouvez vous le faire contrôler, mais si votre adversaire prend du temps pour vous le contrôler, vous savez que pour votre unité, ce sera free. Mais c'est relativement intéressant. Le Chewbacca, le conseil que je donnerais en le jouant en draft, après en construit c'est toute autre chose, c'est quand notre Chewbacca est redressé, attaquer la base si possible, sauf s'il y a une sentinelle. Au moins c'est l'adversaire qui lui doit est obligé de faire les trades. Voilà, exactement. Donc là on va attaquer la base. Bon, c'est que 3 en attaque. S'il y a des améliorations, ça va être très intéressant. Mais on va s'en servir pour attaquer la base principalement. Et enfin, alors on a mis la 7ème sœur parce que la 7ème sœur elle est intéressante aussi, 3-6 pour 5, comme Chewbacca. Mais elle va avoir ces deux petits effets, c'est-à-dire qu'elle va être saboteur, donc elle va pouvoir passer au-delà des fameuses sentinelles. Et lorsqu'elle met des dégâts à la base, donc ici 3, en plus de ça, elle peut mettre 3 dégâts à une unité terrestre, donc c'est monstrueux. C'est monstrueux, et surtout qu'il n'y a rien qui peut le contrer dans le sens où, puisqu'elle a saboteur, elle attaque la base, 3 dégâts, et donc et derrière, elle peut gérer une unité. Et elle subit pas. Moi, la 7ème sœur, je l'ai eu sur un pack d'AP, ça a été monstrueux. C'est impressionnant. Rien que si elle attaque 2 fois, déjà, vous mettez 6 dégâts à la base, et 2 fois 3 dégâts à des unités, c'est monstrueux. Exactement. Maintenant, on va passer aux événements. Donc, sur les événements, vous allez voir qu'on a également beaucoup de cartes jaunes. Donc, la première, c'est... Alors, moi, je trouve que cette carte, c'est une des meilleures cartes. C'est peut-être, si ce n'est la meilleure carte du set. Mort, il ne me sert à rien. Donc, si vous n'arrivez pas à lire. Donc, pour 2, vous inclinez une unité. Et cette unité ne se redressera pas à la fin du round. Donc, pendant 2 tours, elle sera inclinée. Attention, une unité. Donc, ça peut être un leader. Totalement. Le seul petit bémol, voilà, c'est qu'il faut que vous ayez l'affinité ruse et infamie. Mais entre nous, même pour 4, l'effet est fou. Si tu en parlais dans la vidéo de l'entrejeu studio sur exact. le deck Sabine. Donc, même quand on est même sur un deck construit où on joue de l'héroïsme, donc on n'a pas. Et votre adversaire ne s'y attendra pas. Il s'y attendra pas, et ça c'est encore plus. Mais donc, de manière générale, cet événement, cet événement est fou et il est vraiment monstrueux. Vraiment. Exactement. Ensuite, vous allez avoir Shoot First, donc pour un qui permet d'attaquer avec une unité, avec un de plus. Un classique. Donc votre adversaire pourrait se croire hors de portée, mais le gros avantage de la carte, c'est que vous attaquez et vous infligez les dégâts avant votre adversaire. Donc si vous le tuez, vous ne prenez rien. Alors moi j'ai remarqué que les nouveaux joueurs, quand ils lisent cette carte, ils ne la comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, je mets les dégâts avant. Donc voilà, faut bien, quand on attaque, recontextualiser que quand il y a un combat, les dégâts sont simultanés. Alors qu'ici, par exemple, typiquement, si j'attaque avec ma canonnière sur mon Chewbacca et que le Chewbacca il lui reste 3 PV, je vais attaquer avec la canonnière sur le Chewbacca, je vais lui infliger les dégâts avant et je ne prendrai pas les dégâts en retour du Chewbacca. Donc ça permet d'aller clear ou d'aller chercher une unité importante de votre adversaire tout en gardant la vôtre intacte. Ça, pour 1. Exactement. Pour 1, c'est ce qui est fou dans la carte, c'est que c'est pour 1, c'est très fort. Typiquement, ça peut être inclus dans un deck où typiquement, on n'est pas jaune. Alors pour l'instant, les 2 cartes là qu'on vous a présentées, c'est aussi dans nos coups de cœur pour les decks construits. Mais là, pour le draft, c'est très fort. C'est ça pour le draft, même si vous n'avez pas de jaune, vous pouvez le prendre. Déjà, c'est anti-draft. Ce que ça veut dire anti-draft, c'est que les autres ne l'auront pas. Donc c'est exactement, il faut aussi même si vous n'avez pas de jaune, à empêcher vos adversaires de la prendre. On joue un deck Chewbacca rouge, je mets shot first, pas de souci, je payerai 3 pour le faire. Ou au pire, vous la mettez en ressources. On la met en ressources, bien sûr. Après, en événement, donc, on a mis un stand quiétude, donc qui permet de donner un shield à une unité. Pour 1, en fait, il n'y a pas besoin de dire plus. Dans ce format-là, où la gestion va être très compliquée parce qu'on ne va pas avoir beaucoup de gestion dans son board, mettre un shield à une unité, typiquement à votre Chewbacca, à même ne serait-ce que votre petite unité spatiale ou autre, ça peut être monstrueux parce que votre adversaire va devoir perdre toute une attaque pour gérer le shield et c'est très très fort. Pour 1, il ne faut pas sous-estimer cette carte. Totalement. Donc après, ça permet d'aller chercher des trades avantageux pour vous. Et enfin, alors on a hésité, on a mis renfort de U-Wing. Alors le renfort de U-Wing, il a cette petite particularité d'être vert, donc d'être commandement héroïsme, et de coûter 7. Donc c'est relativement cher. Mais si vous êtes un petit peu en retard, vous allez pouvoir aller chercher parmi les 10 cartes du dessus de votre deck, jusqu'à 3 cartes pour un coût combiné de 7 en ressources, et les mettre sur le terrain immédiatement. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir aller chercher des ressources que vous n'avez pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas ces cartes en main. Vous allez pouvoir aller chercher des plays auxquels vous n'auriez pas pensé.
auquel du coup votre adversaire n'aurait pas pu lui aussi penser. Il faut aussi penser qu'en draft, on a rarement 3 itérations d'une même carte. Donc ça permet d'aller chercher la carte qui est bonne sur le moment. C'est ça. Même, c'est jusqu'à 3 cartes, donc vous pouvez mettre qu'une seule carte qui vaut 7. Typiquement, Exactement, vous pouvez mettre un Luke légendaire, ou j'allais dire un Vador, mais Vador c'est infamie, mais vous pouvez aller chercher une carte qui vaut cher et la mettre sur le terrain. Et bien évidemment, quand vous les mettez en jeu, les effets une fois joués, comme de l'intercepteur impérial, s'appliquent. Donc vous pouvez reprendre un petit peu l'avantage sur le board et en plus faire les effets que votre adversaire ne pourra pas anticiper. Et au-delà de ça, les effets une fois joués s'appliquent dans l'ordre que vous souhaitez. Oui, c'est dans l'ordre que vous Donc souhaitez. si c'est d'abord cette carte qui doit être jouée, puis ensuite celle-ci, puis ensuite celle-ci, je fais dans l'ordre que je veux. C'est pas tel que moi je l'ai tiré dans la pioche. C'est vraiment ça, de l'ordre que je Alors là, choisis. vu qu'il vaut 7 déjà, si vous ne jouez pas, si vous n'avez pas les affinités commandement héroïsme, là pour le coup ne le jouez pas. 9, ça sera vraiment très cher. Compliqué. Donc là, on revient dessus. Vous voyez du coup qu'il y a beaucoup de cartes jaunes. En effet, en draft, c'est une affinité qui marche bien parce que les cartes, en tout cas de contrôle, de gestion, sont peu chères, sont efficaces, ça tourne vite. Alors que typiquement, on construit l'affinité commandement vert, c'est une affinité qui est omniprésente, mais qui est beaucoup plus dure à mettre en place dans le format draft, puisque ce sont des unités qui valent cher, et donc ça va être très dur de Ça ramper, nécessite des c'est-à-dire synergies, d'avoir aussi. toutes les ressources nécessaires. Enfin, un petit mot sur les améliorations. Donc les améliorations, on n'en a pas mis 50, on en a mis 2. La première, c'est les compétences d'infiltration, qui pour un donne plus 1 plus 1, donc déjà c'est relativement intéressant, mais surtout que ça permet de donner saboteur. Typiquement, si vous êtes face à un sentinelle ou à une unité qui a des shields qui est relativement embêtante, pour un, vous rendez votre unité saboteur, c'est intéressant. C'est Voilà. plus qu'intéressant. On ne dit pas qu'il faut tout le temps le jouer, mais parmi les améliorations, c'est relativement sympa. Et enfin, résilient pour un qui donne 3 points de vie à une de vos créatures, bah, typiquement, vous voulez garder le plus longtemps possible une de vos créatures, comme le Chewbacca jaune qu'on vous présentait tout à l'heure, ou la 7ème sœur, vous leur mettez ces 3 points de plus, ou n'importe quelle, mais une unité que vous voulez, par exemple la canonnière, C'est ça. et vous allez pouvoir la garder plus longtemps sur le board et amener un impact beaucoup plus important. Donc voilà, c'est pas un top 10, c'est pas une tier list, enfin, n'allez pas dire oui, celle-ci est mieux que celle-là, non. Exactement. Encore une fois, comme on l'a dit dans la C'est vidéo notre sur la avis, paix, hein. c'est notre avis, et ça dépendra toujours de la situation dans laquelle vous êtes sur le moment T. Mais de base, lorsqu'on voit ces cartes passer, pour notre part, du moment qu'on a l'affinité qui va avec, Tape dans l'œil, quand même. c'est les cartes qu'on va sélectionner et garder en premier. Après, il en existe pléthore. On aurait pu citer le Vador légendaire, le commandant de la 7ème Légion, je sais plus, qui est légendaire vert. Mais voilà, les légendaires, vous tomberez pas souvent dessus. Donc on a mis, voilà, on a déjà mis 1 ou 2 rares, c'est J'ai déjà besoin de sympa. personne pour dire qu'il faut garder une légendaire. quoi. Exactement. Pas besoin de Ça, vous conseils le de trouverez personne. sur toutes les vidéos, vous trouverez n'importe quel avis dessus. Là, on s'est concentré sur les communes et les zones co et les rares qui vraiment nous semblaient indispensables à mettre. Exactement. Donc, on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous souhaite donc de bons tirages sur vos drafts. Surtout, profitez, parce que le draft, c'est vraiment un format qui est super sympa, un format communautaire En où vous début de rencontrez set, un peu tout le surtout. monde. En début de set, lors du set 2, si jamais vous voyez ça un peu en tard sur le set 1, ben, n'hésitez pas à y aller au set 2, c'est super intéressant. Totalement. Ça permet de se faire, comment dire, des joueurs, un cercle de joueurs. Ça permet aussi d'aller combler avec les cartes que l'on cherche. Et ça permet aussi de redécouvrir un peu le format si vous en avez marre avec les decks construits, que vous n'arrivez pas à vous faire un deck construit. Là, c'est vraiment notre format où tout le monde est sur un pied d'égalité, à moins de connaître les cartes par cœur. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu et je laisse le mot de la fin à Florent. Sur ce, on vous souhaite bon jeu.